Bonjour à tous les amis, une belle matinée qui s'annonce à Montluçon dans l'Allier où se trouve l'équipe de Midi en France aujourd'hui. En cuisine, c'est Marion Champoux qui viendra nous cuisiner un risotto de lentilles noires beluga, c'est leur appellation, façon petit salé. Vous allez voir, ce sera extra et pas trop difficile à faire si vous suivez nos conseils. Nos chroniqueuses sont sur le terrain, bien évidemment, pour vous faire découvrir Montluçon et sa région. Elena Morna est ce matin au cœur de la cité médiévale, dans un lieu qui fait rayonner la ville de Montluçon sur le plan culturel. Il s'agit du Mupop. Bonjour Elena. Bonjour à tous. Alors Vincent, le rocker que tu es va adorer le Mupop. C'est ça, le musée français des musiques populaires. Ici, quelques 2000 objets musicaux. Alors ça va d'une vielle par exemple du XVIIe siècle, au jukebox, aux affiches, au vinyle. Bref, il y en a pour tous les goûts, y compris pour vous, madame, monsieur. Merci Elena, on se retrouve dans un instant. Hélène Gâteau, votre vétérinaire de son côté, est à quelques kilomètres de Moulins, toujours dans l'Allier, pour nous faire découvrir une femme qui sauve les chevaux. Bonjour Hélène. Bonjour Vincent, bonjour tout le monde. Alors cette jeune femme s'appelle Jessie Gaume. Elle a créé il y a 11 ans son propre refuge, le refuge de Flicka, pour venir en aide aux chevaux maltraités, abandonnés ou destinés à la boucherie. Comme les chevaux qui sont derrière moi et qui ont aujourd'hui, grâce à elle, une seconde chance. Allez, c'est une bien jolie rencontre que je vous propose de suivre avec moi aujourd'hui. Merci Hélène, à tout de suite. L'invité de l'émission ce matin, révélé par le groupe Kaoline, c'est Guillaume Cantillon, et qui viendra nous parler évidemment de sa région. Parler et chanter, puisque c'est son métier. Alors il y en a un autre qui va nous parler de sa région, et lui, sans musique, mais vraiment avec les paroles, c'est Jérôme Doumingue, notre camarade de France 3, Rhône-Alpes-Auvergne. À toi de jouer. Vous parlez de la région et d'une ville, tout d'abord, Montluçon, première ville du département de l'Allier avec ses 37 000 habitants, les Montluçonnais et les Montluçonnaises. Évidemment, un nom que l'on doit à un certain Lucius Appius, qui était proconsul romain et bâtisseur et père fondateur de cette ville de Montluçon, première ville de ce département de l'Allier, peuplée de 570 châteaux, qui en fait le deuxième département français en la matière, après évidemment le département de la Dordogne. Et justement, Vincent, ne dites pas à un habitant de l'Allier qu'il est auvergnat. Lui, il se dit avant tout bourbonnais. Alors n'allez pas le vexer, Vincent. Attention, jamais dit auvergnat. Il vous regarde. Ça va les bourbonnais? Oui, ça marche. Oui, Salut Jérôme, tu vas bien? Bonjour chef. Bonjour. Marion Champoux qui est avec nous. Bourbonnaise? Non. Non, d'où alors? Auvergnate. Oula. Ah bah voilà. Voilà. Alors ça veut dire Puy-de-Dôme ou Cantal? Puy-de-Dôme. Voilà, il fallait un petit peu d'adversité dans cette émission quand même pour faire vivre la belle recette qui nous est servie aujourd'hui par Marion. Alors on va faire, on pourrait dire un lentilloto? Oui, un risotto de lentilles noires beluga. Qu'est-ce que c'est que ça, la lentille noire beluga, c'est ça? C'est ça, oui. Mais d'où ça vient ça? Merveilleux. Elles ont la particularité de très bien se tenir en cuisson, donc pour le risotto c'est parfait. Oui, parce que la lentille est toute petite. Oui, elle est plus petite et la peau est bien plus ferme, elle a moins tendance à se détacher. D'accord, on va faire ça tranquillement, vous verrez, à l'heure du déjeuner. On va retrouver en attendant Elena Morna qui se trouve au Mupop. Sous cet acronyme se cache le musée des musiques populaires. Absolument. De Montluçon, bien entendu, Elena. C'est bien simple, Vincent, je suis au paradis, le temple de la musique. Imaginez, le Mupop abrite quelques 2000 objets, des objets musicaux, qui datent pour certains du XVIIe siècle jusqu'à nos jours. Ici, par exemple, vous avez envie d'y glisser une petite pièce, le jukebox, ou encore, là, le scopitone. À moins que vous ayez envie de vous produire sur scène, celle du Golfe Drouot, avec l'une de ces formidables guitares électriques. Pour nous raconter ce musée, je suis avec le pape du rock'n'roll. Eric. Bonjour Eric. Bonjour Elena. Musée absolument formidable, constitué de deux parcours, un parcours instrumental et un parcours musical où nous sommes en ce moment. Qu'est-ce que c'est que ce parcours ? Alors c'est un parcours qui permet aux visiteurs de découvrir un vaste panorama historique des musiques populaires en France, donc effectivement depuis le milieu du XVIIIe siècle jusqu'à la fin des années 80 du siècle dernier. Donc on y rencontre du jazz, du musette, des musiques traditionnelles, du rock, de la pop, du rap, du reggae, etc. Une sacrée balade. Ici, c'est l'espace rock'n'roll.
Alors justement, quelles sont les pièces importantes que vous avez pu collecter ou ce que vous avez voulu raconter? Alors, les pièces importantes, bien sûr, c'est les guitares électriques, puisque c'est l'âge d'or de la guitare électrique en ce début des années 60 qui arrive des États-Unis. Et ce qu'on a voulu raconter, c'est l'histoire très ordinaire d'un adolescent qui joue un petit peu de guitare électrique dans sa chambre, puis il fonde son groupe, et puis ce groupe, bien sûr, va jouer au Golf Drouot à Paris, qui était à l'époque le temple du rock'n'roll pour les jeunes de cette génération. Justement, qu'est-ce que nous dit cette musique de cette jeunesse de l'époque? Eh bien, c'est une jeunesse qui a trouvé musicalement une incarnation dans le rock'n'roll, c'est-à-dire que le rock'n'roll et la musique des yéyés a su traduire les aspirations de cette génération à ne plus vivre comme au temps de leurs parents. Et donc ce phénomène social qui est devenu le rock, qu'on a appelé d'ailleurs la musique des jeunes, a été très bien écrit dans un article d'Edgar Morin qu'on présente dans cet Passe, qui en 1963 comprend ce qui se passe. Alors si vous le permettez, moi je vais aller passer dans la pièce à côté, le côté un peu plus pop. Et pour vous accompagner dans cette balade musicale qui remonte, je vous le rappelle, au XVIIe siècle, eh bien vous avez à disposition un audio guide avec 8 heures de musique. Ça laisse le temps de venir. Merci Elena, bonne visite. On se retrouve dans quelques secondes et notre invité ce matin qui nous a rejoint, c'est Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour Vincent. Bienvenue. Alors, ex-leader, comme je vous le disais à l'instant, du groupe Kaolin. Vous connaissez bien le MUPOP. Je vous demande ça parce que, évidemment, vous avez participé à la création? À la création, pas vraiment, mais disons que on a contribué à certains espaces, à certains instruments aussi, des choix. Je connais bien Eric, qui est le directeur du MUPOP, et on collabore assez souvent. Vous êtes fait connaître grâce au groupe Kaolin. Kaolin aussi, c'est Montluçon? C'est Montluçonnais? Ouais, on est tous de Montluçon. Ouais. Ah, vous dites on est de Montluçon, ça veut dire que, bien que né à Amiens, vous dites de Montluçon. Vous êtes devenu Bourbonnais. Oui, je suis Bourbonnais en fait. Aujourd'hui, de temps en temps, je vais revoir un petit peu la famille dans le Nord. Mais oui, vraiment, j'ai l'impression que tout s'est passé ici en fait. Bien, Guillaume, vous restez avec nous, bien entendu. On parlera de votre carrière solo et de votre dernier album qui vient de sortir. On va maintenant s'intéresser quand même un petit peu à la recette. Alors Marion, comment est-ce qu'on démarre? Alors je vais lancer le bouillon. D'accord. Je vais intégrer mes oignons, mes carottes. Alors là, c'est vraiment la garniture aromatique. Voilà, c'est le bouillon. Je vais me servir après pour mouiller le risotto, pour monter le risotto. Et aussi pour saisir ma viande. Alors j'ai vu que l'ail, vous le laissez en chemise. Oui, ça évite que ça prenne trop le dessus sur les autres saveurs. D'accord. C'est mon sens à moi. Donc je déglace un peu au vin blanc et après on monte à l'eau. Tout de suite au vin blanc. Et à l'eau, histoire que le vin blanc garde bien un peu son acidité. Ça veut dire qu'on va laisser un peu se colorer l'oignon et la tomate ou pas du tout? Non, juste à peine revenir. À peine revenir. D'accord. Et après, ensuite, j'incorpore. Il est beau votre thym, Marion. Oui. Ah oui, ça sent bon, j'adore ça. Hein. Ah, c'est beau ça. Et hop, Voilà. maintenant que je l'ai bien mis sur mon nez, hop, dans le bouillon. Ça mousse. Bon, les amis, on continue la recette. Là, c'est encore du vin blanc? Non, là, c'est de l'eau. Après, je termine de monter à l'eau. D'accord. Simplement. Et ça va cuire tel quel? Ça va cuire tel quel, une petite heure. Je peux demander un truc? J'ai vu, alors ça, c'est très utile. Moi, j'aime céleri. bien y mettre du céleri, des branches de céleri. Ça a toujours un arôme formidable. Ça, c'est quoi alors? Ça, c'est l'échine de porc. De l'échine fumée, Oui. apparemment. Échine salée. Ah, salée, d'accord. Échine salée. On revient dans un instant à la recette. On retrouve Hélène Gâteau, votre vétérinaire, qui est à quelques kilomètres de Moulins, toujours dans le département de l'Allier, et qui nous présente une jeune femme que l'on surnomme l'ange gardien des chevaux. Oui Vincent, alors je suis ce matin sur la commune de Neuvy, dans un pré, et tous les équidés que vous allez voir aujourd'hui avec moi sont tous des animaux qui ont été sauvés de situations dramatiques. Et ceci, eh bien, grâce à l'initiative de Jessie. Jessie, vous avez créé un refuge, le refuge de Flicka, il y a 15 ans maintenant, 11 ans. Quel est l'objectif de votre refuge ? Alors l'objectif du refuge, c'est de récupérer des chevaux qui partent soit à l'abattoir, soit des chevaux issus de maltraitance ou de situations compliquées avec les propriétaires. Et ensuite, l'idée, c'est de pas les garder forcément ici comme les animaux qui sont venus. On va les voir, qui sont juste à côté de nous. Non, le but, c'est vraiment que les chevaux se fassent adopter et trouvent une maison, une bonne maison pour finir leur jour tranquillement. Alors, vous avez créé ce refuge lorsque vous n'aviez que 15 ans. Qu'est-ce qui pousse une adolescente à s'occuper d'animaux maltraités comme ça ? Eh ben, ma première jument était un véritable échec. Du coup, Un échec, c'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé ? on m'a vendu une jument dangereuse. J'avais que 15 ans, donc. Et depuis, du coup, je me dis qu'ils méritent tous une deuxième chance. Donc, j'ai continué. Oui.
Alors, quelle est l'histoire des animaux qui sont autour de nous? Si on prend par exemple cette petite ponette blanche. Alors, donc elle est arrivée ici suite à un problème de jambe. Oui. Voilà, donc elle est un petit peu handicapée. On a le cas aussi, on a derrière nous une ponette aussi handicapée, donc Elka qu'on a sauvée sur une foire, Oui. qui j'espère trouvera une maison un jour. Et Et le profil des chevaux, généralement, que vous sauvez, c'est quoi? C'est des chevaux handicapés, justement? Ou qu'est-ce que ça va être? on a peu de chevaux handicapés, Oui. contrairement à ce qu'on pourrait croire. On a beaucoup de chevaux de course qui arrivent ici. Oui. Euh, Réformés, alors, en fait, qui ne rapportent plus d'argent à leurs propriétaires et dont ils veulent se débarrasser. c'est ça. Donc ils préfèrent nous appeler nous au lieu d'appeler quelqu'un d'autre parce qu'ils savent qu'après on va retrouver une maison à leurs chevaux. Oui. Et après on a beaucoup de particuliers, même énormément de particuliers qui nous appellent. La maltraitance animale dans le milieu des chevaux, c'est quelque chose de courant? Très fréquent. Ouais. Ça va du poney acheté aux enfants qu'on a laissé croupir dans une pâture, Aux ânes aussi, qui subissent ce sort-là. voilà, comme celle-ci. Et sinon, on a plein de cas de figure, en fait, des personnes qui pensent que l'animal n'est pas maltraité alors que le cheval est en sous-nutrition extrême et il se voile la face. Méconnaissance des animaux. On vous retrouve juste après, Jessie. Vous allez nous montrer tout le travail que vous faites justement avec eux pour essayer de les réinsérer. Merci beaucoup Hélène, à tout de suite. Alors, est-ce que le cheval d'Auvergne court lui aussi? Il Bon, est un peu pâteau. ouais, Il est trapu. C'est un petit cheval paysan. 500 kilos, peu court sur pattes, 1m45 au garrot, voire jusqu'à 1m55, c'est le standard hein, qui fait de lui le cheval d'Auvergne. Il avait, pour tout vous dire, disparu. Et puis depuis une vingtaine d'années, alors il avait disparu pourquoi? Parce que la mécanisation est passée par là, les tracteurs l'ont remplacé petit à petit dans les campagnes. Et puis depuis une vingtaine d'années, il y a un homme extraordinaire qui fait un boulot fabuleux, qui a monté d'ailleurs une association nationale du cheval d'Auvergne, il s'appelle Laurent Pradier, en 1996. Il se dit, il faut le ressusciter. Et il y parvient. Aujourd'hui, 30 éleveurs, 600 bêtes et un taux de reproduction exceptionnel, puisque chaque année... La colonie de ces chevaux d'Auvergne augmente de plus de 15%. C'est extraordinaire. C'est des petits chevaux. Pour ceux qui connaissent, ils ont des frères dans les Pyrénées. Je pense au Pays Basque ou les Potiocs. les Potiocs, par exemple. Ou dans l'Ariège, les Mérins. On peut les monter? Ah oui, bien sûr. Oui. C'est des chevaux de randonnée. C'est des chevaux de randonnée, des chevaux de balade, des chevaux familiaux du dimanche. Et ils sont pas trop ombrageux, plutôt bons. Ah non, bon alors ils sont caractère, très bon caractère. très placides. Ah oui, vraiment. D'accord. On en fait ce qu'on veut. C'est des pâteaux, je l'ai dit. Hein. Merci Jérôme. Marion, si on retournait un petit peu à la recette, parce que pendant ce temps-là, il faut cuisiner quand même. Oui. Alors là, qu'est-ce qu'on va préparer dans cette casserole? Et le risotto lui-même. Le Donc, risotto. un peu d'échalote, de Alors. l'huile de pépin de raisin. Je Oui, laisse parce un qu'elle peu- monte où en température, sans donner de goût, c'est Voilà, c'est ça, je préfère. Elle reste assez neutre Ok. et on va pas prendre le dessus. ça? Alors je vous rappelle qu'il s'agit d'un risotto de lentilles beluga, des lentilles qui nous viennent du Canada. C'est très joli ce petit grain noir. hein. Oui. Il perd un peu sa couleur quand Ah on bon le détend et après la retrouve en fin de cuisson. Alors voilà, juste, Voilà. on déglace au vin blanc. Et au vin blanc, oui. Qu'est-ce qu'on a pris comme vin blanc? Du 100% blanc. Non. Quoi? On a une Auvergnate, elle prend pas du 100% blanc? Non, là je vous avoue que non. C'est un Bordeaux fruité Ah, donc un peu de Très Sauvignon, fruité, c'est voilà. mignon, quoi, voilà. qui apporte une peux petite sentir fruit. Vous pouvez. Ça sent très bon. Voilà. Et Et pendant ce après- temps-là, le bouillon se fait. Voilà, le Ça, bouillon c'est se le fait. bouillon qui va nous servir à mouiller les lentilles. À mouiller les lentilles, voilà. Merci Marion, on y revient dans un instant. Jérôme, notre émission, elle est entre cuisine, tourisme, patrimoine. Tradition. Et il y a ici, à Montluçon, un château au nom assez étrange. Le château de Bienassis. Ah oui, parce qu'il est assis depuis le 15e siècle. Hein. Il repose sur ses pattes. Ah bah il depuis est le bien, 15e alors là, pour siècle. le coup, il est bien assis, oui. Donc une bâtisse d'époque évidemment féodale, ce petit château, édifice remarquable parmi d'autres que compte cette ville de Montluçon. Remarquable parce qu'il a une tour d'escalier un peu particulière, elle est centrale, elle est flanquée surtout d'une tourelle circulaire. Et puis surtout, il a une drôle d'histoire parce qu'il a été exproprié par la ville de Montluçon et puis il était voué à la démolition parce qu'il y avait un programme de rénovation dans ce vieux Montluçon. Et puis à la faveur d'une initiative individuelle, une association s'est montée pour sauver ce qui reste de ce château de Bienassis. Et c'est plutôt une réussite puisqu'il est inscrit à l'inventaire des monuments historiques. Et puis surtout qu'il vit à travers des expositions permanentes ou temporaires. Château de Bienassis. Alors je crois que Guillaume Cantillon, vous le connaissez ce château parce qu'il était à côté de chez vous quand vous étiez gamin. Ouais, quand on est arrivé de Damiens, on a habité à Bienassis.
Ah, bah voilà. Ça s'appelait le U en fait. C'est des bâtiments qui n'existent plus, qu'ils ont fait sauter, et c'est le premier monument que j'ai vu de Montluçon. En fait, c'est le château de Bienassis. Sauver des eaux. Sauvé des eaux, ouais, c'est vrai. Il est assez impressionnant. Et puis quand j'étais môme, on allait y faire un peu les 400 coups. On va retrouver immédiatement Elena Morna, qui est toujours au MUPOP, le musée des musiques populaires de Montluçon. Et là, elle va s'intéresser à une bande-son instrumentale. C'est ça, Elena? Mais oui, Vincent. Alors après l'ambiance très rock and roll de tout à l'heure, je vous propose maintenant un voyage dans le temps, une balade toujours musicale. Vous le voyez ici avec ces instruments, ces guitares électriques ou encore des ukulélés, des violons. Bref, ici vous trouvez tous les instruments qui remontent au XVIIe siècle. Eric, que raconte cette deuxième partie du musée qui est le parcours instrumental? Alors ce parcours raconte l'histoire des instruments cette fois-ci, leur histoire, comment ils ont été créés, qui les a utilisés, qui les a fabriqués, pour quelle musique, etc. Et ce parcours regroupe donc les instruments principaux du musée, c'est-à-dire les vielles, les cornemuses, les accordéons et les guitares électriques. Que des objets absolument fabuleux, notamment les cornemuses qui m'ont vraiment étonné. À propos de ces guitares électriques, ce sont les premières qui sont derrière nous. Il faut savoir qu'au départ, elles n'étaient pas utilisées par les rockers, contrairement à ce qu'on pense. Oui, la guitare électrique est d'abord un instrument de jazzman, c'est-à-dire que c'est des jazzman américains qui, à la fin des années 30, ont voulu mieux se faire entendre dans les grands orchestres avec des fortes sections de cuivre et ont donc demandé une amplification de cette guitare qui s'est traduite donc par une électro-amplification de la guitare. Et on y trouve notamment un certain Django Reinhardt qui manipulait très bien sa guitare. Je voulais justement, vous me parliez des ateliers de fabrication. Celui-ci est particulier. Oui, puisque c'est le premier atelier qui a fabriqué des amplis de guitare et des micros de guitare juste au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à partir de 1946. C'est l'atelier Steamer-Garenne, fondé par Jean Gaine donc en 1946. Donc c'est un atelier tout à fait historique dans l'histoire des guitares électriques françaises. Ce que vous proposez aussi aux visiteurs, c'est de faire quelques expériences. Voilà, on peut tester par soi-même le fonctionnement d'une guitare électrique, l'ampli avec toutes ses fonctions, par exemple les pédales, les graves, les aigus, les réverbérations, etc., sous une forme donc tout à fait directe et ludique. On peut même faire les wah-wah. On peut utiliser la pédale wah-wah, mais avec la main. Alors c'est absolument génial, ce musée MUPOP qui suscite, j'imagine, des vocations. En tous les cas, moi, ça y est, je me lance, je me fais teindre en blonde, je me fais tatouer et je monte mon groupe, les Marnettes. Merci Elena, à tout à l'heure. Guillaume, alors il y a un autre événement musical que vous aimez beaucoup, c'est Jazz au fil du Cher. Oui. Là on passe de la musique pop au jazz, mais Oui. ça reste un univers assez proche. Oui, de toute façon, on a affaire à des musiciens, vrais musiciens de jazz. C'est passionnant à voir sur scène. Et le lieu dans lequel ça se passe, c'est vers la Haute-Sainte-Anne, le long du Cher, en fait, pendant le mois de juillet. Mais Montluçon, c'est une ville qui a vraiment une politique culturelle importante et depuis longtemps. Hein. C'est une petite ville, hein, moins de 40 000 habitants, mais avec un rayonnement culturel important. Oui, complètement. Bah, le MUPOP en est une bonne preuve, quoi. Le MUPOP à Montluçon, et pas ailleurs. Pendant ce temps-là, Marion touille. Oui. Qu'est-ce que vous faites, Marion? Une crème montée. Elle est en train... Et alors là, je peux vous dire, le coup de poignet de Marion, très important. Hein, c'est pas le moulin électrique, hein, c'est pas le robot. C'est à la main et au fouet qu'elle fait sa crème montée, sa crème fouettée. Hein, d'ailleurs, si ça porte le nom de crème fouettée, c'est bien parce qu'on l'a fait au fouet, on est d'accord? Oui, normalement. À laquelle je vais incorporer de la moutarde de Charroux. Okay. Alors l'étape suivante, c'est quoi? Donc là, j'incorpore la moutarde et allons-y. ensuite je continue de mouiller. Le risotto. Voilà, on incorpore la moutarde dans la chantilly. C'est un peu une sauce qu'on peut faire, par exemple, pour des asperges. Oui. Hein, de faire une crème fouettée, un temps pour temps de crème et de moutarde. Une sorte de... Voilà, ça allège énormément. C'est une sorte de mousseline, sauf que c'est pas au blanc d'œuf, là c'est à la crème fouettée. C'est ça. Bon, merveilleux. Si on parlait un tout petit peu, parce que c'est vrai qu'on est toujours entre cuisine, tourisme, il y a cette rivière qui est magnifique, c'est l'Allier. Puisqu'elle donne son nom au département, Jérôme. Cette rivière, elle gagne à être connue parce que, encore une fois, on l'a dit, elle est sauvage. Elle est longue de 420 km, c'est le principal affluent de la Loire. Elle prend sa source sur le plateau de la Margeride, en Lozère, à quelques 1485 mètres d'altitude. Et puis parce qu'on y trouve du poisson à foison, de la truite, de l'omble, du brochet. Et hélas, c'est un sang, on ne trouve plus guère de saumon. Pourquoi? Parce que
Sur la Loire, il y a beaucoup de barrages qui empêchent la remontée des poissons. Et puis sur l'Allier également, il y a quelques barrages, notamment je pense à celui de Vichy. Alors même s'il y a des échelles à poissons, ça ne suffit pas. Les amis, on va retrouver Hélène Gâteau, votre vétérinaire, qui est toujours au refuge de Flicka, un lieu d'Éden pour les chevaux créé par Jessie Gaume, qui est une adepte de la thérapie équine. Oui Vincent, alors ce qu'on va appeler thérapie équine aujourd'hui, c'est tout le travail que fait Jessie avec les chevaux qu'elle a récupérés au sein de son association, le refuge de Flicka. Un travail pour redonner confiance à ces animaux qui, je vous le rappelle, ont tous subi la cruauté des hommes et de nombreux traumatismes. Jessie, quelle est l'histoire de cette jument qui s'appelle Violette? Alors Violette, c'est une jument qu'on a achetée sur une foire aux chevaux il y a 2 ans. C'est la jument la plus compliquée qu'on ait au refuge à l'heure actuelle. Quand on l'a achetée, elle avait des multiples lacérations sur tout le corps. Donc on est parti sur des coups de fouet ou quelque chose y ressemblant. Et depuis, elle est au refuge et on essaye de lui redonner un petit peu confiance en l'homme. Alors on te voyait justement la brosser. C'est un geste qui paraît assez anodin, que l'on pratique avec tous les chevaux avec lesquels on travaille dans les centres équestres. Et pourtant pour elle, ce n'était pas si anodin que ça. Ça a mis 1 an déjà pour pouvoir l'approcher à moins de 10 mètres. Donc là, elle a eu un véritable déclic. Mais du coup, il faut lui apprendre tout ce que les chevaux font naturellement. Nous, c'est un apprentissage qui passe par beaucoup de confiance. Et parce que elle a vraiment une peur bleue de l'homme. Et 2 ans de travail que tu as déjà pratiqué avec elle. Tu baisses jamais les bras quand tu es face à des cas comme ça? Parfois, mais chaque cam nous fait avancer. Donc ensuite, c'est beaucoup plus facile d'apprendre de nouveaux chevaux. Et on apprend beaucoup à leur côté. Il n'y a que comme ça qu'on sait et qu'on évolue, tout simplement. Alors, ce qui te donne aussi de l'espoir, de la force, c'est que, il y a des adoptions. Et en l'occurrence, Violette, elle a déjà une famille. Pour autant, tu continues à la travailler toujours. Comme ici, sur un petit parcours, c'est important pour toi de pouvoir transmettre une jument qui a un minimum de base. Oui, voilà. Les chevaux partent d'ici travailler. Oui. Dans le cas de Violette, elle ne sera pas montée parce que ça nous demande énormément de travail et je suis souvent seule. Mais là, elle va partir une fois qu'elle aura au moins donné les 4 pieds et qu'elle aura évolué un minimum, quoi. Il faut qu'elle puisse partir dans de bonnes conditions. Elle a horreur qu'on lui touche les jambes. Donc c'est une jument qu'on travaille par exemple avec des pneus pour la forcer à avoir du contact sans en avoir peur, tout simplement. Eh bien, c'est un sacré travail que tu pratiques avec tous ces animaux. Je rappelle que ton refuge, le refuge de Flicka, est devenu association il y a 3 ans, ce qui te permet de recevoir des dons, à vie, à nos téléspectateurs. Bravo en tout cas, Jessie, pour tout le travail que tu fais avec ces chevaux, pour toute la confiance que tu essaies de redonner à ces chevaux qui ont subi la cruauté des hommes. Merci beaucoup. Merci beaucoup Hélène. Jérôme, je voudrais qu'on parle un petit peu de patrimoine et d'artisanat aussi, et notamment des tailleurs de pierre. Il y en a un qui est particulier, qui participe vraiment au rayonnement du patrimoine dans la région. Oui, parce que qui dit patrimoine bâti dit préservation de ce patrimoine, et il y a beaucoup de personnes ici qui sont attachées. Il suffit de se promener dans les rues de Montluçon pour voir combien les murs sont sauvegardés de l'usure du temps. Et c'est le cas donc de ce métier, tailleur de pierre. Il y a une figure de proue ici qui incarne ce métier. Il s'appelle François-Xavier Beaufils. Il est originaire de Moulins. Et puis depuis 25 ans, il s'est installé. Il a une vingtaine de salariés. Et il travaille la pierre, il restaure les vieilles bâtisses. Il s'est installé précisément à Coulandon, à l'ouest de sa ville natale. Et ce qui le narre par-dessus tout, lorsque j'ai préparé cette émission, je l'ai lu dans une interview, c'est parfois le manque d'unité architecturale qui peut subsister dans certaines villes. Pour lui, c'est une hérésie que de voir aux portes d'une église romane des bâtiments ultra modernes venir s'additionner. Donc ça, c'est quelque chose qui le perturbe et qui le narre. Alors vous l'avez bien compris, en tout cas, ces tailleurs de pierre sont quelque part les gardiens du temple. Ils sont là aussi pour avoir un petit devoir de mémoire, la mémoire des anciens, des grands bâtisseurs, et par-delà même la mémoire des hommes. Oui, mais Jérôme, le temps écrase tout. C'est ça le problème. Dans 500 ans, les bâtiments qu'on fait aujourd'hui auront l'air d'être collés à ceux du XVIIe siècle par rapport à ceux qu'il y aura dans 500 ans. Absolument, mais rien n'empêche de les sauvegarder. Ah, il faut les sauvegarder. Et je trouve que la ville est très belle. La vieille ville ici est riche, et on sent que les Montluçonnais aiment leur ville, aiment leur patrimoine et le conservent du mieux qu'ils peuvent. Pendant ce temps-là, les parfums qui nous viennent, Guillaume, vraiment, il est là, il est les yeux rivés sur l'assiette en se disant c'est pour moi ça. Voilà, un très joli
petite assiette creuse, un petit bol. Pas besoin de pour toi, couteau, là, en Camarade. l'occurrence. C'est pour Ah non, toi, c'est l'invité qui c'est goûte. cadeau. Donc je rappelle qu'on a un risotto de lentilles beluga, des lentilles du Canada en forme de caviar, avec une chantilly, plutôt une crème fouettée à la moutarde de charroux, c'est quoi, c'est de l'échine fumée ou de la palette? de Oui, de l'échine. l'échine fumée, donc du cochon, et puis de la saucisse de Bombay. C'est bon, Guillaume? C'est délicieux. Voilà, génial, avec ce Délicieux. Cantal qui Bravo. apporte un petit peu de De liant. liant. Et ce côté risotto auvergnat, bien sûr. Très bonne recette. Votre album Courchevel qui sort après l'été, composé entièrement ici aussi? Pas entièrement, mais on va dire aux 3/4 ici, à Désertine plus exactement, donc vraiment là. Voilà, en tout cas, merci d'être venu nous voir. Merci. Et merci, chef, merci Marion, d'être venu nous faire ce beau risotto. Chez vous, vous pouvez faire des lentilles. Croyez-moi, vous allez vous régaler. Passez un bon déjeuner chez vous, une bonne journée. On se retrouve très vite. Excusez-moi, je ne peux pas résister.